Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 19h45, voici le sommaire de ce journal. Exploitation du fer de la Falémé, le contrat entre l'APIX et Tosiali, publié par le journal Libération. Une concession de 25 ans est accordée à la société turque. Rationalisation des dépenses de l'État, le président Macky Sall déclenche les restrictions sur le téléphone. Les économies peuvent aller jusqu'à 30 milliards par an. Justice au Burkina Faso, lourde condamnation pour 2 généraux accusés du coup d'État manqué de septembre 2015, 20 ans de travaux forcés pour Gilbert Diendéré et 10 ans pour Djibril Bassolé. Bienvenue. Tout d'abord, nous venons juste de l'apprendre, le décès de l'ancienne ministre de la Culture, Kouraba Thiam. Elle fut ministre du président Abdou Diouf sous l'ère socialiste. Nos condoléances à sa famille. On ne compte plus les morts causés par les accidents sur nos routes. 5 personnes ont été tuées et 30 autres blessées, dont 22 dans un état grave. L'accident s'est produit aujourd'hui sur la route de Tchadjaï vers la sortie du village de Sandiara. Le lieutenant Houdja Ibramar de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers nous apprend qu'il s'agit d'un dérapage d'un bus qui roulait à vive allure. Le véhicule a quitté la route avant de se renverser. Les victimes étaient toutes à bord du bus. Toujours dans le domaine du transport, contrôle de charge à l'essieu des véhicules ou pèse essieu. Les transporteurs déchirent à nouveau le règlement 14 de l'UEMOA. Gorahouma et ses camarades ont décidé d'observer un arrêt de travail à partir d'aujourd'hui. Décision prise à l'issue de l'Assemblée générale des acteurs du transport tenue ce matin en présence de tous les secrétaires généraux des syndicats du secteur. Le journal Libération lève un coin du voile sur le fer de la Falémé. Le quotidien a publié dans sa livraison de ce lundi la convention signée entre l'État du Sénégal à travers l'APIX et la société turque Tosiali pour l'exploitation du minerai dans l'est du pays. La publication du contrat intervient ainsi moins d'une semaine après les déclarations d'Ousmane Sonko qui soutient la thèse d'un scandale. Synthèse du document Youssouf Konté. Vraisemblablement, Ousmane Sonko s'est appuyé sur un MOU, Memorandum of Understanding, ou lettre d'intention qui ouvre la voie à des négociations entre des parties pour révéler ce qu'il qualifie de scandale sur le fer de la Falémé. D'après le journal Libération de ce 2 septembre, il y a un grand écart entre le contrat signé mardi dernier et le MOU. Le document signé entre l'APIX et Tosiali vise l'installation des Turcs dans la zone économique spéciale de Bargny-Sendou, où ils vont disposer d'un bail sur 99 hectares, mais encore, Tosiali ne va exploiter qu'un dixième de la concession de Falémé. Dans le préambule, le décret numéro 2019-1318 du 22 août 2019 portant la création de la zone économique spéciale de Bargny-Sendou précise que cette zone est conçue pour favoriser l'émergence d'un environnement d'excellence pour les entreprises du secteur métallurgique et sidérurgique. Selon les termes du contrat, le leader de PASTEF s'est trompé en affirmant que l'État du Sénégal s'est engagé en faveur des Turcs à faire une exonération fiscale pendant 10 ans en faveur des partenaires turcs, à recruter 50% des cadres en Turquie, à faire prendre en charge le prêt d'investissement de la société Tosiali par le Trésor sénégalais. Composé de 17 articles, le contrat entre l'APIX et Tosiali a été signé mardi 27 août 2019.
Youssouf Konté, la partie orientale du Sénégal est réputée pour ses importantes ressources naturelles. À côté du fer, il y a l'or, mais pas seulement. Il y a également Dindéfelo, chute pacifique au climat éternellement doux, un morceau de bonheur couché sur le lit d'une cascade comme le nombril d'un paradis perdu. Une envolée poétique que nous devons à nos reporters qui en sont revenus très inspirés. Yann Dembatine Barasso à Dindéfelo appréciait plutôt le beau paysage. Dindéfelo est un havre de paix et de douceur. Le site touristique constitue un vrai régal pour les yeux de ceux qui ont la chance de le visiter. La localité se situe au bout d'un chemin escarpé et sinueux. Dindéfelo, c'est le pied de la montagne en langue peul. Ces cascades époustouflantes font sa réputation et sa célébrité depuis sa découverte par un chasseur. Le bas de la montagne, Dindéfelo, c'est un pôle. Auparavant, les années 30, on l'appelait Honsiré. Honsiré veut dire un endroit touffi. Bon, d'abord, c'était découvert par un chasseur. Bon, parce qu'ils étaient venus de Tchangé et de Boussoura. Le premier village de la zone s'appelle Boussoura, à 3 km. Le deuxième village s'appelait Tchangé. C'est à partir de Tchangé que le vieux chasseur venait ici. Bon, il s'appelait Mamadou Djampate Diallo. Djampate Traoré plutôt. Djampate Traoré. Pour avoir le privilège d'accéder au site à l'époque, le visiteur éprouvait d'énormes difficultés. Mais cela n'est plus qu'un souvenir. Les autochtones ont fini par trouver la parade. Mais attention, il y avait des abeilles mystiques à l'entrée de la cascade. Plus de 100 personnes sont venues avec le gouverneur, sont partis visiter le site, la cascade là. À l'entrée de la cascade, ils sont entrés jusqu'à présent. Bon, avec le bruit de tout le monde là, les abeilles se sont levées, ont attaqué tout le monde là. C'est là que les chefs de service, tout le monde, ils ont laissé les chaussures, ils ont abandonné les casquettes, tout le monde, ils ont sorti de la cascade par toutes les directions. Dans un mois, 2 mois, on a eu la chance. On vient un jour, on a trouvé que l'arbre est tombé. Vous avez vu, l'arbre est déjà là, tombé là, il y a un tronc d'arbre là. L'arbre est tombé, on a vu, parce qu'on a vu qu'il n'y a aucun abeille, les abeilles ont disparu. Donc la cascade est toujours là, on a dit, mais alhamdoulilah, donc c'est bon. Dindéfelo est une merveille de la nature. Une carte postale époustouflante, dotée d'une chute à plus de 100 mètres, un bassin naturel où on peut se baigner. La cascade, nichée au cœur d'une végétation luxuriante, prend sa source en Guinée voisine. La source de la cascade, à partir de là-haut, la cascade, vous avez vu, l'eau est souterraine. Ça tombe, ça jaillit de 80 mètres à Dindéfelo, dans la montagne de Dindéfelo, ça jaillit à 80 mètres de hauteur. Donc en haut, c'est le plateau, tu ne verras rien. Bon, peut-être quand tu viens à la source, tu vois un peu de l'eau, mais c'est à la cascade que tu vois. L'eau est souterraine, elle ne tarit pas. C'est 24 heures sur 24, toutes les années, ça continue, la pression continue comme une pluie. C'est dans les années 70 qu'on a commencé de savoir l'importance de cette cascade-là. Parce qu'avec des missionnaires qui venaient de l'Europe, ou bien qui venaient assez, on leur a parlé de la cascade, de l'eau, de venir visiter. Bon, maintenant, avec des ingénieurs là qui venaient visiter, ils ont vu, c'est important. En 70, il y avait le premier gouverneur qui a visité la cascade. On lui a proposé, il fallait qu'il voie ça parce que c'est des merveilles pour le Sénégal et pour Dindéfelo d'abord. Bon, il a dit qu'il fallait aller voir. Dans le cadre de la promotion touristique, les autorités compétentes doivent renforcer les actions pour mieux vendre cette destination exceptionnelle du Sénégal oriental. Pour cela, il faut d'abord un plan d'ouverture, des voies d'accès et de connectivité. Dindéfelo, c'est décidé par nos reporters le plus bel endroit du monde à visiter absolument.
L'État du Sénégal en cure d'amaigrissement de ses dépenses. Le président Macky Sall vient de donner suite à son annonce il y a quelques semaines de rationaliser le train de vie de l'État. Le président de la République annonce donc une opération qui devrait permettre d'économiser chaque année jusqu'à 30 milliards de francs CFA sur la facture de téléphone. Réaction de Sénégalais à la décision présidentielle. Matar Nguer, Augustin Manda. Le président Macky Sall est passé de la parole à l'acte. Hier, selon le quotidien national, il a pris la décision de restreindre toutes les lignes de téléphone mobile à la charge de l'État. Cette décision, selon toujours le même journal, va faire économiser près d'une trentaine de milliards à l'État du Sénégal. C'est bon, vraiment, parce que toute décision vraiment qui allait dans le sens de diminuer les dépenses, qui permettra notamment d'accroître les recettes, ça peut être apprécié vraiment de manière positive, quoi, à mon avis. Oui, mais c'est normal, puisque nous sommes dans un pays pauvre. Le Sénégal fait partie des pays les plus pauvres, les PPT. Donc, c'est normal qu'ils rationalisent le budget de l'administration sénégalaise. Donc, c'est à nous, des Sénégalais, de l'appuyer pour qu'il aille jusqu'au bout de ces idées, quoi. Toujours sur les mesures de restriction, vont suivre le fixe, l'Internet, l'eau, l'électricité, les véhicules et le carburant. Et ça aussi, je pense que c'est une bonne idée. Parce que tu vois quelqu'un, par exemple, qui a 5 véhicules, ne peut pas à lui seul conduire tous les 5 véhicules. Donc il peut utiliser un. Demain encore, il utilise un. Donc si on fait ça, donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Tout ça, c'est normal. Parce qu'on peut dire que l'administration sénégalaise, bon, ils ne travaillent pas, on peut dire. Et à chaque fin du mois, ils tendent leurs mains pour demander le salaire, alors qu'ils ne travaillent pas. Donc c'est normal qu'ils réduisent les dépenses administratives. Parce que nous sommes dans un pays pauvre. Ça va coûter cher, hein? Ça va coûter cher si ils laissent aller dans ces conditions. Oui à la rationalisation des dépenses publiques, selon eux, mais avec un suivi de l'État. C'est un problème ici au Sénégal parce que, vous savez, quand le président de la République prend une décision, la volonté, c'est de suivre cette décision et c'est de l'appliquer. Mais est-ce que cette décision sera appliquée par l'administration elle-même? C'est ça la question. Et ça dépend de nous en tant que Sénégalais. Ça dépend de nous. Macky Sall, je pense qu'il suit toutes ces décisions. Mais c'est à nous, Sénégalais, nous qui votons, ou bien qui voterons demain, d'être conscients et d'élire un président qui, demain, va suivre les idées que développe Macky Sall. Cette décision de rationalisation des dépenses de l'État intervient à la veille de la rentrée gouvernementale. Conseil des ministres de rentrée justement. Mercredi, le chef de l'État est attendu à Dakar ce soir. Macky Sall rentre d'un voyage de 2 semaines qui l'a conduit à Biarritz en France pour quelques jours à la fois de vacances et d'une participation au sommet du G7. Le numéro 1 sénégalais s'était ensuite rendu au Japon pour les besoins du sommet de la TICAD sur le développement de l'Afrique. Des économistes africains remettent en cause la pensée économique dominante en Afrique. Pour eux, le développement du continent est freiné par des théories importées de l'Occident. Un panel aux allures d'exorcisme s'est tenu ce matin à Dakar avec une forte participation d'acteurs de la société civile africaine. Compte rendu Oumar Khan Mafalfal. Les politiques économiques importées de l'Occident et appliquées en Afrique se sont tous soldées par un échec. Pire, elles ont augmenté la pauvreté et les inégalités à travers le continent. C'est la conviction des acteurs de la société civile africaine. Les résultats auxquels nous avons abouti à la suite de l'application de ces théories et de ces politiques ont plutôt généré beaucoup de pauvreté et dans beaucoup de pays des inégalités qui augmentent sur les 10 dernières années. Il est important que l'on se pose des questions, surtout que ces théories et ces politiques qui s'appliquent par nos gouvernants ne sont pas conçues chez nous et ne tiennent pas compte de nos réalités socio-économiques et politiques
Et donc il n'est pas surprenant que les résultats que nous obtenons soient médiocres à ce niveau-là. Une Afrique qui a du chemin à faire malgré ses innombrables ressources. Nous savons que notre continent est riche, notre continent est plein de gens talentueux, nous avons toutes les expertises et toutes les ressources qu'il faut pour faire un très grand bond en avant par rapport aux potentialités que nous avons et là où on peut aller et les énergies qui existent et les intelligences qui existent au niveau du continent et de sa diaspora, on a encore beaucoup de chemin à faire. Même là où il y a la croissance, la pauvreté est encore massive. Nous avons vécu des réalités extrêmement dures à cause de la mise en pratique des ajustements structurels et politiques néolibérales qui ont causé beaucoup de tort à beaucoup de monde. Et ça, on n'a pas encore fini de payer les frais de ça là. Pour ce faire, ces acteurs de la société civile africaine invitent les autorités des pays africains à revoir le programme de l'enseignement de l'économie dans les universités. On ne règle pas ces problèmes-là avec un seul colloque. Ce que nous espérons faire à partir de là, c'est d'enclencher tout un mouvement qui se déroule là au sein des universités pour que les gens revoient en fait les programmes déjà de l'enseignement de l'économie dans nos pays et dans nos universités, qui est devenu maintenant tellement uniforme et tellement unicolore qu'il y a tout un tas de pensées riches qui sont absentes, qui sont évacuées. Il faut qu'on revoie la manière dont l'économie est enseignée. Il faudrait qu'on revoie la manière dont les politiques économiques sont conçues. Il faudrait qu'on revoie la manière dont les projets de développement sont conçus, les stratégies de développement sont définies. Sur l'initiative d'organisation de la société civile africaine, un panel sur la remise en question des orthodoxies dans la pensée économique africaine se tient à Dakar du 2 au 4 septembre. Et puis l'économiste Ndongo Samba Sylla livre sa réflexion sur la monnaie unique de la CEDEAO annoncée pour 2020. Il craint déjà un échec de l'éco qui, selon lui, n'est qu'une pâle copie de l'euro. Écoutons Ndongo Samba Sylla. Ça ne marchera pas, tel que c'est formulé. Parce qu'en fait, c'est un projet qui imite le projet de la zone euro. Et la zone euro, pour être brutale, c'est une catastrophe. Parce que lorsque vous avez une monnaie unique, elle ne peut pas marcher s'il n'y a pas le préalable de l'intégration politique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le fédéralisme budgétaire. Parce que quand vous avez la même politique monétaire pour 15 pays différents, qui sont différents en termes de taille économique, en termes de cycle économique, la même politique monétaire ne peut pas être optimale à chaque fois. Et donc, pour corriger ce déséquilibre-là, il faut ce qu'on appelle le fédéralisme budgétaire. Et donc, s'il n'y a pas de fédéralisme budgétaire, ça ne marchera pas. À la première crise, voilà, ça va être difficile pour tout le monde. Donc, ce qu'il faut comprendre en matière d'intégration économique, c'est que c'est toujours l'intégration politique qui doit précéder l'intégration économique. Quand on procède autrement, ça veut dire qu'on met la charrue avant les bœufs et ça ne peut pas marcher. En 2012, la Banque mondiale estimait à près de 66 milliards de francs CFA les pertes et dommages liés aux inondations au Sénégal. La situation avait poussé le gouvernement à lancer un plan décennal de lutte contre les inondations. 7 ans après, de nombreux endroits de la capitale sont toujours inondés dès qu'il pleut. Des pistes de solutions sont contenues dans un livre intitulé « Les inondations à Dakar » du professeur Oumar Cissé. Le sujet porte la signature de Moustapha Gabar Diop, Séléman Diallo. À 3 ans de la fin du plan décennal de lutte contre les inondations, de nombreuses artères de Dakar se retrouvent encore submergées lors de la saison des pluies. Et cela malgré les milliards de francs CFA investis dans les infrastructures de drainage et d'assainissement. Selon le professeur Oumar Cissé, le problème des eaux de pluie persiste car il n'y a pas eu de réajustement et de suivi du plan de lutte des inondations. Il y a eu des actions qui ont été faites, beaucoup dans le relogement, beaucoup peut-être, il y a des tentatives qui ont été faites dans la restructuration, qui sont encore très timides. La restructuration est beaucoup plus complexe que ça. Et quand on restructure, ce qu'on libère, je dis, il ne faut pas que ça se limite à libérer des zones pour faire passer des réseaux. Il faut libérer des zones qui doivent servir à des jardins, à des zones d'incivilisation, à des zones de captage. Et voilà un ensemble d'aspects, mais j'espère que le plan décennal de gestion des inondations arrive à terme en 2022. J'aurais toujours voulu qu'après le court terme, qu'on fasse l'évaluation pour rectifier. Parce que le plan, s'il n'est pas fait vivre le plan, non, pas du tout. Il doit vivre, il doit être dynamique, il
doit être toujours ajusté, mais il faut qu'il se fasse de façon participative. Rappelant le lien entre l'entretien des systèmes de drainage et la gestion des déchets, le professeur Sisté estime que la lutte contre les inondations ne peut se faire qu'avec une approche participative. Il ne faut pas se faire des illusions. Tant que l'action sur les inondations, sur le drainage des eaux pluviales n'est pas accompagnée d'une action sur l'assainissement des eaux usées, n'est pas accompagnée d'une action sur la gestion des ordures ménagères, nous allons maîtriser les eaux, mais nous aurons des plans d'eau putrides, des plans d'eau avec lesquels les populations auront, dans le long terme, des difficultés à cohabiter, tellement ces eaux seront sales et chargées. Selon le professeur Cissé, la lutte contre les inondations ne pourra se faire qu'avec une plus grande participation des collectivités locales, notamment pour l'entretien des infrastructures de drainage des eaux pluviales. L'actualité politique à présent, les élections locales n'auront plus lieu le 1er décembre prochain, un report confirmé par le ministre de l'Intérieur. Aly Ngouille Ndiaye annonce des concertations afin de trouver un consensus sur le mode d'élection des maires et présidents de conseil départemental. Les municipales n'auront donc pas lieu cette année. Présidentielle 2024, on en est encore loin, mais le sujet de la succession du président Macky Sall est évoqué au sein même du pouvoir. Des responsables de la mouvance présidentielle ont fait face à la presse cet après-midi. La plateforme Taxawu Macky Wax ak Askan Wi dit halte à une envie successorale qu'elle qualifie de prématurée et de démesurée. Un manque de loyauté que dénonce Malik Mbaye, le porte-parole de cette plateforme. Le spectacle auquel nous assistons depuis la formation du gouvernement dans notre pays et dans la mouvance présidentielle, donc depuis avril dernier, est d'autant plus choquant qu'il porte les germes d'un sabotage à peine voilé, 5 mois seulement après la prise de fonction du président de la République pour son 2e mandat. Osons le dire, le vent successoral qui souffle de manière prématurée sur ce régime qui est le nôtre est en train de plomber l'action gouvernementale. Et un mécontentement des populations, si minime soit-il, s'adresse directement au chef de l'État et le vise. Burkina Faso, les généraux Diendéré et Bassolé, condamnés à 20 ans de travaux forcés et 10 ans pour l'un et pour l'autre. En Tunisie, 26 candidats sont en lice pour la présidentielle. Ibrahima Kamara nous résume l'actualité internationale. Le verdict du tribunal militaire de Ouagadougou de ce lundi 2 septembre marque l'épilogue d'un long feuilleton judiciaire au Burkina Faso. Le général Gilbert Diendéré, ex-bras droit de l'ancien président Blaise Compaoré, reconnu coupable d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures et incitation à commettre des actes d'indiscipline, est condamné à 20 ans de prison ferme. Le général Djibril Bassolé est lui condamné à 10 ans de prison ferme pour trahison. Quant aux membres du commando qui a procédé à l'arrestation et la séquestration des autorités de la transition, ils ont écopé de 15 à 19 ans de prison. Une dizaine de personnes, parmi lesquelles des civils, ont été acquittés et tous les condamnés perdent leurs différentes décorations. Sur place, l'association des blessés et parents de victimes a salué ce verdict. Selon eux, la tenue et la fin de ce procès sont déjà une victoire pour le peuple burkinabé. 26 candidats sont en lice à l'élection présidentielle de la Tunisie. La campagne a démarré ce 2 septembre 2019, a déclaré Nabil Bafoun, le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections, lors d'une conférence de presse à Tunis. 3 figures de la vie politique, le premier ministre Youssef Chahed, 43 ans, le président par intérim du Parlement Abdel Fattah Nourou, 71 ans, et l'ex-ministre de la Défense Abdel Karim Bidi, 69 ans, figurent parmi les candidats. Ils ont chacun 12 jours pour convaincre les Tunisiens.
Les députés britanniques vont tenter de légiférer dans l'urgence cette semaine pour tenter d'empêcher un no deal, une sortie du Royaume de l'Union européenne sans accord. Et ce, avant la fermeture du Parlement du 9 septembre au 14 octobre, décidée par le gouvernement de Boris Johnson. À l'oreille d'une semaine qui s'annonce mouvementée au Parlement britannique, les scénarios possibles sont un Brexit sans accord, un nouveau report, des élections anticipées ou un Brexit avec accord. Le reportage du jour nous amène au foirail de Diamaguène Sicap Mbao. Les éleveurs ne sont pas satisfaits de son état actuel. Ils déplorent le manque d'assainissement et l'insécurité sur les lieux. Une modernisation s'impose à leurs yeux pour un foirail qui attire de nombreux éleveurs de la sous-région. C'est un reportage de Boudal Ndiaye. Le forail des ruminants de Fora est dans une situation difficile depuis quelques années. Le vrai problème de ce forail de Mbao est le manque de sécurité et d'assainissement. Ça fait 7 ans que les conditions ne sont pas favorables au sein du forail. Il y a une grande insécurité et un vrai problème d'assainissement. Ces éleveurs qui viennent pour la plupart de l'intérieur du Sénégal indexent la commune de Diamaguène de ne pas s'impliquer dans la gestion. Pas vraiment fait grand-chose pour nous sortir de cette situation difficile. La preuve, même le mur qu'il avait commencé à construire il y a quelques années n'est toujours pas fini. L'autre préoccupation de ces commerçants est le manque de vétérinaires. Parmi les bêtes qui sont là, il y a certaines qui sont malades. Donc il faut des vétérinaires pour pouvoir diagnostiquer certaines maladies chez les bœufs. Cela permettra quand même à la population de manger de la viande saine. Le forail de Diamaguène Sicap Mbao, qui est un marché des éleveurs de la sous-région, connaît d'énormes difficultés en ce moment. Nous demandons à l'État de moderniser le forail. Les vendeurs de bétail demandent aux autorités de moderniser ce lieu de commerce qui réunit l'ensemble des éleveurs de la sous-région. Je vous rappelle la triste nouvelle que nous avons reçue en tout début de journal, la disparition de Madame Kouraba Thiam. Elle fut ministre de la Culture du président Abdou Diouf sous l'ère socialiste. Elle est décédée aujourd'hui. C'est la fin de ce journal. À 23h, un autre rendez-vous avec l'information signée Soda Diakhoumpa. Je vous laisse avec Sophia Ba dans IR. Merci, bonsoir.